Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent, qu'on soit homme ou femme. Aujourd'hui, nous parlons art, acrylique, intuition, chlordécone, non-lieu probablement, ouvrier agricole empoisonné, réparation, peut-être. Intuition, je l'ai dit, vous êtes sur Zitata, restez là. Femme. 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 Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux femmes. Comme d'habitude, me direz-vous. À ma droite, il y a Canel Fourdrinier, qu'on applaudit, s'il vous plaît. Canel. Bonjour Canel, ça va? Ça va, merci, et toi? Et très bien, moi ça va toujours très bien, même quand ça va pas, ça va super bien. Sylvia, à ma gauche, Sylvia Zobéide. Comment ça va, Sylvia? Ça va super, je suis contente d'être là, oui. Mais moi aussi, je suis contente. Alors, on ne s'est pas donné le mot, mais on est tout en noir. Ouais. Allez savoir pourquoi. Qu'est-ce que ça représente d'ailleurs le noir pour vous? Une couleur. Mais oui, une couleur, bien dit. Et pour toi, Canel? Une couleur comme une autre, plus classe que les autres peut-être. D'accord. Ok, ça ne traduit pas spécifiquement un état d'esprit. Non, pas forcément. Alors, parlons de couleur. Je vais Oui. te laisser te présenter, Sylvia, s'il te plaît. Alors, mais on s'est déjà rencontrés. Oui, mais non, mais là, on parle devant des millions de gens, de téléspectateurs, de téléspectatrices de Oui. Zitata. On est sur Alors. les réseaux, on est sur toutes les plateformes. Donc, moi, je te connais, mais ils ne te connaissent pas. C'est pour ça que tu es vrai. ici. Alors, Sylvia Zobéide, je suis thérapeute holistique et artiste peintre. Et j'expose en ce moment à l'Atrium jusqu'au 4 février. Oui, alors cette émission sera multidiffusée, donc peut-être qu'on va t'entendre dire ça alors même que, que ton expo sera terminé. Mais Oui. tout à l'heure on parlait hors antenne, tu disais que tu ne te définissais pas comme une plasticienne parce que tu peins. Tu es peintre aussi. Oui, je peins, mais j'ai quand même un passif de maquilleuse professionnelle où je modelais quand même des têtes, des faux nez, des effets spéciaux. Donc ça peut aussi faire partie des atouts du plasticien. Et alors ton exposition, Effusion de mon cosmos intérieur, tout ton programme qu'on va disséquer. Alors, ton cosmos intérieur, on va essayer de comprendre ce qui t'anime oui. et ce que c'est. Et puis, j'ai retenu, donc tu parlais de thérapeute holistique. Oui. Holistique pour nous, ça veut dire quoi, holistique? C'est tout. Alors, holistique, c'est prendre en charge la personne dans sa son globalité, dans son entièreté. Oui. C'est-à-dire que je ne vais pas uniquement m'intéresser au corps physique, au mot physique, mais je vais aller aussi dans les liens familiaux, dans l'émotionnel, dans le spirituel aussi, et puis dans tout ce qu'on appelle héritage karmique. Mystique. Mystique, voilà, qui échappe à notre réalité. Mais alors, avant d'en venir, parce que tu t'es défini, enfin, quand on pose la question « définis-toi », on dit « oui, je m'appelle un tel, je fais ça ». Mais tu n'as pas toujours été la personne que tu es aujourd'hui. Par exemple, dans la petite bio que tu as bien voulu me dresser, oui. Tu étais une élève qui s'ennuyait, tu t'ennuyais à l'école, tu parles de ta grand-mère. Tu peux nous dire un peu d'où tu viens, tu as grandi où, par exemple? Alors, j'ai grandi à Rivière-Pilote, à la campagne. Oui. J'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère, qui m'a appris beaucoup de choses. Et moins avec ta maman? Moins ça que ma maman, oui. Parce que les grandes vacances, on était toujours les petites vacances aussi chez la grand-mère et on apprenait à cultiver, à grimper aux arbres, à aller chercher des fruits, à connecter avec la nature et les animaux aussi, puisque c'est un endroit où il y avait du terrain, on avait du cacao, du café, donc je connais tout ça, aller cueillir le café, aider ma grand-mère à le faire griller, pour le mixer après. J'ai toutes ces saveurs-là qui sont restées. Aller chercher les bêtes, les abattre, voilà. C'est vraiment un héritage profond de la campagne de Rivière-Pilote. Et donc, il y a ce rapport aussi à l'école, tu dis, et tu le dis sans problème. Toi, tu t'ennuyais, c'était pas ton truc. Je m'ennuyais parce que je trouvais que le programme n'était pas adapté, peut-être à mon niveau, parce que j'étais très vorace de livres, de connaissances, de culture, très curieuse aussi de l'humain. Voilà, donc je m'ennuyais vraiment qu'il fallait apprendre les choses par cœur, les réciter, les réécrire. Et tu as fait des études, donc tu es partie en France? Non, je suis partie en France, mais je suis revenue très vite. Oui, mais tu as fait une formation, Alors, je suis partie longtemps après. Tu as eu ton bac? Après mon bac, oui, après mon bac, après ma licence en civilisation étrangère.
je suis partie faire des études pour être maquilleuse professionnelle. Voilà, maquilleuse coiffeuse pour le spectacle, le cinéma, le monde des médias. Tu as tenté effectivement la psycho. Oui, Tu es un partie petit à peu, Nice, voilà, oui. c'est pour ça en fait j'avais en tête que tu étais quand même partie un moment. Oui. Donc tu es partie à Nice, tu as tenté la psycho, et Oui. puis finalement tu as laissé ça tomber, et puis tu es revenue donc sur le campus pour Voilà. pouvoir faire effectivement sociologie et langue étrangère. Voilà, toujours l'étude de l'humain. C'est ça qui toujours t'intéresse. ça, voilà, le comportement humain, pourquoi Ok. ça Bon, voilà. Pourquoi les hommes agissent comme ça Comment Bizarrement. 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 Mal Pas équilibré. Ah, c'est vrai Oui, la preuve. La preuve, dit-elle. On va parler de en choses. montrant Canel. Alors, Alors, Je sais pas d'injustice, on va parler d'injustice, on va parler de choses Ah, comme très ça. bien, Donc on va- c'est on va ça. voir. Donc, C'est tu donnes ça. la parole. Merci. C'est pas équilibré. La société, il y a tout ça qui part comme ça. Il n'y Voilà. a pas de conscience. Voilà. Voilà, Merci c'est ça. d'être devenue journaliste là. Juste pour céder la parole à Canel. Canel, just do it. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je suis Canel Fourdrinier. Oui. Je suis d'origine martiniquaise, mais en ce moment je vis en France, dans le cadre de mes études, auxquelles j'ai mis un terme momentané pour prendre soin de moi. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Est-ce que tu fais de la thérapie holistique ou de la sacrothérapie? Alors, je vois une psy déjà. Je pense Ah. que tous les humains devraient voir une Faire psy. ça fait du bien, Oui, oui. non, mais alors je pense surtout que le monde serait beaucoup plus équilibré, justement. Oui. Je vois une psy, je vais à la mer, je fais de la peinture parce que je suis aussi artiste en parallèle. Et voilà, puis je prends du temps pour moi, je vais faire du sport. Je Et coupe tu es mon thé. juriste. Oui, je suis juriste. Donc tu es juriste, tu as fait, tu fais enfin c'est entre parenthèses, mais tu as fait des études de droit jusqu'à maintenant à Lille. C'est ça. Et puis donc tu es aussi, on t'a vu, on te voit à la télé, donc tu as fait un documentaire aussi, Décolonisons l'écologie, que j'ai eu l'occasion de voir dans le cadre des Révoltés du Monde l'année dernière, donc organisé par l'association Protea. Et puis donc tu es en pointe sur la question du chlordécone, en tout cas de la défense des ouvriers agricoles empoisonnés avec ce collectif qui s'est créé, avec monsieur Yvon Sérénus notamment. Tu es un peu, tu travailles sur les aspects juridiques, c'est ça? Oui, tout à fait, sur les aspects juridiques et communicationnels aussi, puisque c'est une des autres choses que je fais. Je fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et donc j'utilise cette grande fenêtre sur le monde qu'est Internet pour communiquer pour le collectif. Et tu fais ça depuis combien de temps? Ton rapport, enfin ta collaboration ou ton porte-parole là? Non, tu n'es pas le porte-parole du collectif? du tout, non, Mais non, non. non, du tout. Mais cette collaboration avec le collectif, tu fais ça depuis combien? Depuis fin 2019, donc ça va faire 4 ans à la fin de cette nouvelle année qui vient de commencer. Donc là, ça fait 3 ans. Ça Ok. fait 3 ans que je travaille avec eux. Ok, alors sans vouloir, on ne va pas se mettre à la place de ton psy, mais je suppose que le fait d'être en pointe sur ces questions-là, c'est lourd ou... Ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas. Est-ce que tu as commencé à aller voir la psy depuis que tu t'occupes de ces questions? Alors oui, C'est vrai oui, j'ai fait une très très grosse dépression. À cause de ça? En grande partie, ouais. C'est vrai Ben, on s'attache à des gens dont on devient très proche et puis qu'on voit partir dans d'atroces souffrances. Et on assiste à leur mort à petit feu. Et je pense que quand on a 50, 60 ans de militantisme, comme mes vieux camarades, on est plus accoutumé à la mort que quand on a mon âge. Tu as 26 ans? J'ai 26 ans, ouais, 26 ans. c'est ça. Et je m'étais liée d'amitié avec Anne-Marie Gilles Dumoutier, qui faisait partie du collectif puisqu'elle était médecin épidémiologiste à la retraite et surtout atteinte d'un cancer des poumons métastasé puisqu'elle vivait dans la bananeraie, dans une bananeraie au Macouba. Et donc ça t'a perturbé? Mais ça m'a perturbée parce que je me suis occupée d'elle pendant le premier confinement et surtout j'ai assisté à on a assisté à sa mort à petit feu qui était vraiment très douloureuse et atroce quoi. Donc c'est la manifestation à l'état pur de l'injustice. Et alors, comme c'est dans l'actu, cette émission n'est pas une émission d'actu, mais on commente l'actualité aussi. Et puis, à mon avis, c'est un thème qui est prégnant, hein, c'est le cas de le dire d'ailleurs, en parlant du chlordécone. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce non-lieu, donc, qui était attendu? Il y a eu des manifestations en 2021. Donc, ces deux juges d'instruction qui, après des dizaines d'années, hein, plus de 16 ans, hein, il me semble, on va recalculer tout à l'heure, il me semble que c'est ça. C'est ça. On conclut donc au non-lieu. Qu'est-ce que ça t'a inspiré? Alors, tu n'es pas directement intéressé par cette question-là, mais bon, même si tu n'as pas la télé, toi non plus d'ailleurs, hein, mais ça vient à vous, l'info vient à vous. Ça vient, puisque ça vient par les réseaux, ça Oui. vient par les amis qui partagent. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as pensé? Ça fait remonter des choses, des sentiments d'injustice. Aussi, quand je le disais tout à l'heure, que c'est pas équilibré, que la société, c'est du n'importe quoi. En quel sens d'ailleurs? L'équilibre entre quoi? Le déséquilibre L'équilibre par quoi? entre l'ego, la part du gain qui passe avant la santé.
C'est surtout ça. C'est la valeur humaine passe après le profit. Et je pense qu'il faut à un moment s'asseoir avec des personnes intelligentes et puis mettre les choses en place pour déjà... On ne peut pas parler de réparation vraiment parce que le mal est fait. Mais il faut que l'État acquiesce il y a des preuves, il y a des preuves matérielles. Donc on ne peut pas non plus faire la politique de l'autruche. En l'occurrence, là, on dit l'État, bon, mais c'est un pouvoir de l'État, c'est le pouvoir judiciaire. Parce que, juste, et moi je voulais avoir ton point de vue, parce que tu as effectivement Emmanuel Macron qui vient ici en 2018, qui reconnaît la responsabilité. C'est directement lié d'ailleurs, il y a un effet de ce qu'il dit pour les ouvriers agricoles empoisonnés, puisque en décembre 2021, il y a ce fameux décret qui met sur la liste des maladies professionnelles le cancer de la prostate, avec des obligations de justifier effectivement... Très critiquable. Oui. Alors, on peut en parler, on est effectivement dans le sujet. Avec les obligations, c'est quoi? C'est une exposition de 10 ans. De 10 ans, voilà, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans. Et 40 ans, quoi. 40 ans, il faut que le délai d'exposition ne soit pas plus ancien que 40 ans. C'est ça. Et Voilà. on a le cas d'un ancien ouvrier agricole qui a atteint un cancer de la prostate en stade 4, donc en stade terminal, et qui, lui, a été exposé durant 8 ans au chlordécone. Donc, pour lui, se pose la difficulté de ne pas pouvoir voir son cancer de la prostate reconnu comme maladie professionnelle, en tout cas aisément, parce que sinon, il faut en passer par une commission d'experts indépendants, et nécessairement, là, le temps administratif est beaucoup plus long qu'en passant par la première procédure. Donc, c'est une injustice et une absurdité à l'état brut, pour le coup. Parce que tous ces ouvriers agricoles et toutes ces ouvrières agricoles n'ont pas été exposés aux pesticides dans les mêmes conditions que des ouvriers agricoles en France, pour le coup. Parce que là, on est face à des employeurs béquets qui ont contraint leurs ouvriers et leurs ouvrières agricoles à épandre tous ces produits phytosanitaires, dont le chlordécone, à main nue, sans gants, sans bottes, sans absolument rien, et y compris lorsque les femmes étaient enceintes jusqu'à 8 mois de grossesse. Donc, cette condition d'exposition d'une durée d'au moins 10 ans, pour moi, elle est ubuesque dans la mesure où là, on parle d'une exposition aux produits phytosanitaires dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, ce qui là, en l'occurrence, n'est pas le cas. Alors, faut être précis. Hein, donc c'est un décret, c'est le décret, donc c'est paru au journal officiel donc, du 22 décembre 2021. Donc cancer de la prostate, inscription, donc le décret crée donc le tableau des maladies professionnelles numéro 61 relatif au cancer de la prostate. On va lire, parce que je suis sûre qu'on l'a rarement dit, donc je vais le dire. Donc le décret crée le tableau des maladies professionnelles numéro 61 relatif au cancer de la prostate provoqué par les pesticides, donc chlordécone et autres. Il détermine les conditions de prise en charge au titre des maladies professionnelles, ainsi que la liste des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie en milieu agricole. Donc, cancer de la prostate, on a dit 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans. Et puis, donc, on dit les travaux. Travaux exposant habituellement aux pesticides lors de la manipulation ou l'emploi de ces produits par contact ou par inhalation, par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides. Donc, toi, tu dis que ça, c'est trop contraignant. Oui, c'est trop contraignant. Voilà. Oui, et vous avez des cas au sein du collectif des ouvriers agricoles empoisonnés de gens qui ne rentrent pas dans ça et dont on sait qu'ils sont atteints de cancer de la prostate, vraisemblablement, ou autre chose? Oui, et qui sont en train de décéder, en fait. D'accord. Et donc la question c'était, donc, quand tu as appris ce non-lieu, qu'est-ce que ça t'a produit? Pas grand-chose en réalité, c'est plus quand j'ai lu des bribes de l'ordonnance de non-lieu qui a été rendue que mes quelques cheveux que j'ai sur le crâne se sont dressés. Mais non, pas d'étonnement en fait, parce que c'est d'ailleurs du jamais vu à mon sens. On a un dossier qui est couvert par le secret de l'instruction. Et depuis janvier 2021, je crois, ou juin 2021, je ne me souviens plus, on nous prépare à ce qu'un non-lieu soit rendu en raison soit de l'absence suffisante de preuves suffisantes, soit du fait d'une absence de caractérisation des faits qui sont poursuivis. Et on a les juges d'instruction qui communiquent à ce propos, le parquet qui remet une couche,
et toutes les instances politiques françaises qui nous préparent à ce non-lieu. Donc c'est une opération de communication à grande échelle qui, pour moi, vise à confiner les Martiniquais, Martiniquaises, Guadeloupéens et Guadeloupéennes dans le fatalisme. Et c'est très grave en fait. Mais là, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que parce que c'est une affaire juridique avec effectivement l'État, pour recontextualiser cette question, on va parler d'art. Hein. Oui, mais j'étais en train de me dire que la Oui. gravité part du début, dans les années 90, où c'était Oui. déjà interdit Voilà. aux États-Unis et en France. Depuis 75. Depuis 75. Et pourquoi en Depuis Martinique 75. Pourquoi en Martinique? Voilà, donc pourquoi en Guadeloupe? alors allons faire une espèce de frise historique, Voilà. juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce qu'on parle du chlordécone, et voilà. Donc, il y a un produit qui est utilisé contre le charançon du bananier. Le charançon, c'est un insecte qui bouffe la banane, manifestement, et qui pose un problème. À l'heure où la banane est considérée comme le produit qu'il faut exporter, vers l'Europe notamment. Donc il y a ce produit, donc, le chlordécone, qui est commercialisé sous différentes formes, képone, curlone, etc. Et il y a un accident aux États-Unis. L'usine qui produit ce truc, donc à Hopewell. Ça s'appelle le Virginie. Roundup aux États-Unis. Non, Non, ça, c'est c'est toujours glyphosate. chlordécone. Non, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ok, d'accord. Képone, curlone, c'était Ouais. les deux noms, il me semble. Hein. Si je fais des erreurs. Donc 75, il me semble que c'est 75, il y a un problème dans l'usine. Donc ils arrêtent ça et ils voient qu'il y a des problèmes, des problèmes de santé qui sont posés. Mais la demande de mise sur le marché, alors j'ai pas les dates exactes, mais la demande de mise sur le marché, 68, sur le marché français, d'abord les autorités sanitaires françaises disent niet, parce qu'il y a des problèmes. Et ils disent non. Et alors, juste pour aller vite, mais tu vas peut-être revenir en arrière, 90, on interdit Oui. le produit en France. Et il y a des prorogations, il y a des ministres de l'Agriculture qui donnent des prorogations. Oui, monsieur, jusqu'à 93. Ouais. Le scandale éclate vraiment en 2002. En août 2002, les services de la douane de Dunkerque interceptent 1,5 tonne de patates douces avec du chlordécone. 2002. Donc, moi, si tu veux, ce que je vois, effectivement, il y a un scandale, certes, mais il y a aussi un fait juridique qui est attaqué, effectivement, devant des instances. D'ailleurs, pas seulement au pénal, d'ailleurs, parce qu'il y a une action aussi devant le juge administratif. Mais les choses ne sont pas finies, quand même, Canel. Non, les choses ne sont pas Voilà, finies. il faut le dire, ça, peut-être. Non, parce que, mais tu parles de fatalisme, Oui. mais Oui, je Oui. parle de fatalisme, mais c'est la façon dont la communication au sujet cette ordonnance de non-lieu qui a été rendue Oui. en première instance a été orchestrée. Pour moi, c'est contraindre les populations au fatalisme, alors qu'en réalité, on n'en est qu'au stade de la première instance. Voilà. Donc là, il va être question d'aller en appel et de former un pourvoi en cassation si jamais l'arrêt d'appel n'est pas favorable aux parties civiles dans ce dossier. Là où, à mon avis, il est important de mettre l'accent, c'est le fait qu'il faut instaurer un rapport de force avec l'État français, parce qu'en fait, c'est un État qui est jugé parti dans ce dossier. La justice française est réputée être indépendante et est un pouvoir à part entière. Toujours est-il que quand on s'inscrit dans un contexte colonial comme celui qui est celui de la Martinique, pour moi, c'est différent. On n'est Oui, pas mais face... oui, mais ton hypothèse, juste, je me fais l'avocat du diable, hein, c'est un peu mon rôle. J'aime bien ce rôle. Donc, ces deux juges d'instruction du pôle de santé de Paris, Brigitte Jolivet et Fanny Bussac, sont des juges d'instruction. OK. On aurait pu dire, mesdames, alors, et moi j'ai une question pour les avocats. Avant la manifestation de 2021, moi je suis ici depuis 5 ans, je suis allée à des manifestations, je n'ai pas vu grand monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et j'ai l'impression, mais je le dis comme je le pense, que aujourd'hui, on va rentrer dans le dur, en fait, de l'analyse juridique. Parce Mais que jusqu'à maintenant... c'est une opportunité. Oui, mais hein, juste, selon oui, lui. mais Canel, Mais il y a des, excuse-moi, et je- manifestations là, oui, samedi. mais demain. je voudrais... En fait, on est rediffusé, Oui. Sylvia, donc Ah. oui, il y aura probablement des manifestations. Il y en a eu une grosse, d'ailleurs, en février 2000... C'était quoi, 2021 quand il y avait 10 000 à 15 000 personnes. Mais Oui, ce que c'est je veux dire, c'est que... donc, les juges font ce qu'ils ont à faire. Le gouvernement, il y a eu Elles font ce qu'ils effectivement... ont à faire. Elles ne sont jamais venues en Martinique. hein. Oui, C'est mais ça. à quel moment on a entendu des avocats demander qu'elles viennent en Martinique, Canel, depuis 2006 À quel moment a-t-on entendu dans l'espace public, je pose la question, à quel moment a-t-on entendu dans l'espace public des avocats dire, mais ça fait 10 ans, ou ça fait 5 ans, ça fait 7 ans, les juges ne viennent pas. À quel moment on les a entendus? Est-ce que vous avez la réponse? Je n'ai jamais entendu ça. Non, il faudrait la poser aux avocats. Parce que moi j'ai l'impression, et bon, on va pas, c'est pas une émission sur ça, parce que je veux qu'on parle des ouvriers agricoles. J'ai l'impression qu'on a été très politique jusqu'à maintenant, et maintenant on va rentrer dans du dur, quoi, dans le juridique. Et puis c'est passionnant entre guillemets pour les avocats. Est-ce qu'il y aura un front commun des avocats? Il y a une instance effectivement à l'administratif. Je ne sais pas. Est-ce que d'ailleurs le collectif des ouvriers agricoles est partie prenante?
Alors, le collectif des ouvriers agricoles n'est pas partie civile, pour Oui. la simple et bonne raison que la demande de constitution de partie civile du collectif a été déclarée irrecevable par les juges d'instruction. Alors, c'est une déclaration d'irrecevabilité qui est procédurale, certes, mais éminemment politique, parce que la présence du collectif dans ce dossier aurait pu changer toute l'issue de cette décision en première instance qui a été rendue, parce que là, on déplace la focale sur, bon, on a utilisé du chlordécone de façon illégale après 90, après 91, on n'a pas suffisamment de preuves et les faits ne sont donc pas constitués. Là, quand on pointe la focale sur les ouvriers agricoles, on se rend compte qu'il n'est pas question de s'intéresser à l'utilisation illicite ou pas du chlordécone du fait des autorisations qui ont pu être délivrées ou non, mais dès le départ, l'utilisation du chlordécone était illégale puisque constitutive de crimes contre l'humanité qu'ont commis les béquets à l'endroit des ouvriers agricoles. Faire crime contre l'humanité, c'est pas non plus cette motivation qui a été retenue pour les plaintes de 2006. Hein. C'est empoisonnement et mise en danger de la vie d'autrui. Et Oui, mais rien n'empêche de requalifier les faits, peu importe. On est face à des ouvriers, des ouvrières agricoles qui ont été victimes d'un crime d'empoisonnement. Et pour moi, c'est plus grave parce que c'est un crime qui est dirigé à l'endroit d'une catégorie particulière de la population, qui est celle des ouvriers et des ouvrières agricoles. On est face à des ouvriers et des ouvrières qui disent à leur patron béquet « je ne veux plus épandre ces produits qui ont fait que je me suis retrouvée à l'hôpital la semaine dernière ». Et dans ces cas-là, on leur disait, mais rentre chez toi. Et d'ailleurs, ou prends Ichou, poufette à chou. Oui, on a, pardon. Ou prends Ichou, poufette à chou. En fait, les béquets demandaient aux ouvriers et aux ouvrières agricoles d'envoyer leurs enfants pour répandre des produits phytosanitaires sans aucune protection. Et d'ailleurs, on l'a dit, c'est vrai que dans la grève de 74 des ouvriers de la banane, il y avait, parmi la liste des revendications, Le point 4. il y avait aussi ce point-là d'arrêter effectivement les pesticides. Est-ce que tu as, parce que toi, même si tu as reçu cette information et qui est dans l'espace public depuis de nombreuses années, est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire et est-ce que c'est quelque chose que tu as, même si tu es dans la positivité, ton exposition à l'Atrium en témoigne, mais est-ce que c'est quelque chose finalement qui passe dans ton expression ou tu te tiens éloigné de ça parce que tu n'es que dans la positivité? Ça doit être dans mes toiles, hein, ça doit être dans c'est quand même très... Oui, il y a une phase dessus. Oui, dans le feu, ça doit être dans les mouvements, dans l'énergie. Mais je ne peux pas dire que ça ne me touche pas. Oui. Voilà, mais tu ressens de la révolte quand tu entends ça? De la révolte, de la colère. Après, il faut savoir se détacher, ne pas trop entrer dedans aussi, se laisser submerger. Canel, on lui dit ça, là. Ça m'est arrivé de manifester dans la rue. Ce que je sais faire aujourd'hui. Et j'ai compris que ce n'est pas comme ça qu'on peut faire bouger les choses. On peut les faire aussi autrement. Alors, juste parce que j'y ai fait allusion, donc, tu es revenu sur le décret en disant que le décret est imparfait, et on va parler de la réalité des ouvriers agricoles, des prochaines actions. Mais donc, il y a eu Emmanuel Macron, donc, ça s'est passé au Morne Rouge quand il est arrivé, il est venu ici, c'était en septembre 2018, qui était le premier président. Même les avocats, d'ailleurs, ou les gens qui ne sont pas forcément d'accord avec lui, disent ça. C'est-à-dire qu'il était le premier à dire qu'il y a une responsabilité de l'État. Ça s'est traduit, effectivement, notamment par cette reconnaissance avec les imperfections que tu as soulevées. Et puis aussi le fameux plan chlordécone 1, 2, 3, 4. Là, on est au plan chlordécone 4. 90 millions d'euros sur la table. Ça n'est rien. Et puis, il y a aussi, je voulais y venir quand même, qui est dans l'actualité, c'est le ministre délégué aux Outre-mer, donc M. Careco, qui parle, s'agissant de cette ordonnance de non-lieu rendue par les juges, d'humiliation. Et je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas entendu ça, mais il parle, donc quand tu dis l'État, donc il y a quand même peut-être une espèce de discordance entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Je ne suis pas certaine, puisque même ministre qui a refusé de s'entretenir avec certaines personnes qui pâtissent très lourdement de l'organisation économique et sociale en Martinique, puisqu'il a été sommé par M. Delucy de ne pas rencontrer ces personnes. Donc, bon, je suis pas certaine. Pour moi, il y a aussi une opération de... J'ai pas compris. Des personnes devaient rencontrer le ministre, qui sont directement victimes de l'empoisonnement aux produits phytosanitaires, et le ministre ne peut pas les rencontrer puisque M. Delucy a visiblement fait pression et demandé au ministre... Mais c'est vrai ça Oui, non, mais c'est vrai. Je peux juste pas en dire beaucoup plus pour le moment. Mais c'est ce que tu dis, ça, parce qu'il faudrait pouvoir le prouver, quoi. Donc tu dis qu'il a répondu à une injonction à M. Delucy. Tu le dis, ok. Bon, tu n'as pas... La preuve n'est pas apportée. Non, mais qu'on me poursuive pour diffamation, je peux apporter les preuves, il n'y a aucun problème. D'accord. On va s'arrêter là, mais on va continuer, juste pour parler de focus. Mais on va continuer à parler des ouvriers agricoles, du chlordécone et d'art un petit peu. On va donner plus la parole à Sylvia tout à l'heure. Focus.
Alors, dans Focus, mais oui, parce que pendant les jingles, on parle, hein, donc on va continuer de parler. Donc, ça me laisse le temps de retrouver mes notes, excusez-moi. Dans Focus, je veux vous parler du Pérou, donc avec ces extraits de presse, hein, vous savez que c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous parlez du Pérou où le parquet, on parle du parquet en France, donc le parquet a ouvert une enquête pour génocide à l'encontre de la présidente donc, du Pérou, Madame Dina Boluarte, qui est poursuivie parce qu'au Pérou, donc, il y a des manifestations depuis décembre 2022 pour à la suite de la destitution de l'ancien président Pedro Castillo, et en fait les forces de l'ordre ont été relativement violentes puisque 48 personnes sont décédées à ce jour au moment où on enregistre donc cette émission, et le parquet a décidé donc d'ouvrir une enquête pour génocide. Le mot vraiment, c'est un mot fort, hein. Génocide, c'est volonté de tuer, d'annihiler un peuple. Voilà, donc ce sont des manifestations. On n'en parle pas beaucoup dans les médias, et notamment en Martinique. Donc il y a une grève illimitée en fait qui a été commencée en décembre parce que le président, il y avait des suspicions de corruption à l'encontre du président Pedro Castillo. Donc il a voulu dissoudre le Parlement et le Parlement a réagi en le sortant. Okay, et depuis, il y a les gens dans la rue et puis donc il y a finalement ces manifestations qui ont fait plus de 40 morts et puis plusieurs centaines de blessés. Là, donc, j'ai choisi ce fait d'actualité, donc qui est de l'actualité dont on parle peu, mais aussi, en fait, c'est parce qu'il y a tu parlais de balance, d'équilibre tout à l'heure. Hein. Oui. Finalement, les peuples, les gouvernants, toi aussi tu évoques ça, Canel, quand tu dis l'État français, etc. Finalement, quand tu parles aussi de décoloniser l'écologie, c'est toujours en fait, finalement, ce rapport aussi peut-être de prédation, d'une forme d'exploitation économique. Hein. Certains sur ce plateau parlaient de, je ne sais plus, je crois que c'était Cécile Mar dernièrement qui parlait de système capitaliste prédateur. Et c'est ça aussi un petit peu. Là, en tout cas, c'est le gouvernement, le peuple, qui pour une raison, peut-être qu'ils veulent défendre d'ailleurs Pedro Castillo, qui n'est pas défendable, hein, mais voilà, donc qu'est-ce que ça vous inspire, mesdames? Peut-être Sylvia, qui a peut-être moins parlé. Qu'est-ce que ça t'inspire? Oui, qu'est-ce que ça t'inspire? Que le peuple se soulève, à un moment ou à un autre, le peuple va se soulever. Mais il est dans la rue, il est dans la rue. Oui. Est-ce que le peuple a toujours raison? C'est pas qu'il a raison, c'est qu'il y a les lois du karma, et s'il y a une injustice qui se produit, il y a une action derrière qui va faire que ça va faire boule de neige. Mais là, en l'occurrence, il y a 48 morts. Hein. Donc, mais là, en fait, ce que je trouve, si tu veux, c'est pour ça que je pose la question, hein, est-ce que le peuple a toujours raison? Tu as Pedro Castillo, donc il y avait suspicion de corruption. Bon, je n'ai pas fait d'enquête sur le sujet, vous m'excuserez, mais corruption, donc suspicion de corruption, il veut dissoudre l'Assemblée. Et on lui dit, mais tu sors, et là, finalement, les gens sont dans la rue, donc, et il y a ces violences. Qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que le peuple a toujours raison? Oui. Quand le peuple est très en colère, je pense que oui, le peuple a raison, parce que la violence, c'est ce qui reste quand on est acculé. Et je sais que les conditions de vie au Pérou, dans son acception économique et sociale, sont plutôt difficiles. Et pour moi, le parallèle est à faire avec ce qui se passe actuellement en Martinique. On assiste à une paupérisation de la population qui est déjà bien à plaindre en matière économique, parce que le taux de grande pauvreté en Martinique est absolument hallucinant, tout en sachant que le seuil de pauvreté qui est fixé pour la Martinique est bien inférieur à celui de France, alors même que le coût de la vie est beaucoup plus élevé ici. Et ce qui, à mon sens, traduit une conception raciste du Martiniquais qui aurait moins de besoins que le Français qui vit en France hexagonale et qui, pour moi, a un héritage... colonial? Colonial, oui, clairement, parce que j'ai fait mes travaux de recherche sur les mobilisations des ouvriers et des ouvrières agricoles et leur répression en Martinique du 19e à nos jours. Et j'ai eu à lire beaucoup de rapports qui ont été produits par l'administration coloniale. Et donc voilà, oui, en Martinique, on a une situation économique absolument délétère. Au plan sanitaire et écologique, il en va de la même chose. Et je pense que quand il ne reste plus rien aux gens et qu'on leur crache constamment dessus et qu'on les humilie depuis des siècles, au bout d'un moment, il ne reste que la violence. Est-ce que, et on en a parlé hors antenne, Canel, est-ce que, parce que tu as travaillé sur les mouvements ouvriers en Martinique, donc il y a une situation particulière, il y a une situation effectivement esclavage, colonisation, exploitation un peu monoculture, avec ces grandes exploitations, Béké notamment. Mais ça, on parle d'un système
disons, comment dire, économique, en fait, d'exploitation, donc une classe dirigeante qui a besoin de la force de travail. Avant, c'était les esclaves, après, c'est les ouvriers, petits ouvriers, etc. Est-ce que c'est propre à la Martinique? C'est juste un système. Quand tu dis décolonisons l'écologie, c'est un système global, un système capitaliste qui fait du profit, qui veut faire de l'extension. Au Brésil, par exemple, c'est les latifundières avec de très, très grandes exploitations. Et voilà. Est-ce que c'est propre à la Martinique? Moi, je pense que le cas de la Martinique est vraiment unique, ne serait-ce que dans la Caraïbe, et même à l'échelle plus globale qui est celle Qu'est-ce qui le rend monde. unique? Parce qu'on est réputé être un département français, mais on se retrouve avec la même pyramide sociale que celle qui régissait la société martiniquaise au XVIIe siècle, avec les béquets au sommet, et les personnes qui étaient esclavières sont les ouvriers et les ouvrières agricoles. Donc on n'a pas assisté à une refonte... Une ascension sociale. Même pas une ascension sociale, une refonte profonde de la pyramide sociale. Parce que pour moi, l'abolition de l'esclavage, ça a été uniquement une réforme juridique d'un système beaucoup plus global qu'est le système colonial. Mais en France, excuse-moi de t'interrompre sur ça, en France, les gens qui sont les héritiers des serfs, par exemple, les serfs, parce qu'au XVIIe, XVIIIe, XIXe, avant la Révolution française, ils se sont, enfin, le tiers-État, voilà, d'ailleurs, le tiers-État s'est rebellé contre le système des castes. C'était une révolution bourgeoise. Donc oui, mais est-ce que les gens qui sont les héritiers, disons, des serfs de l'époque, sont pas finalement dans la même situation que ceux qui étaient les héritiers, tu vois, des petits ouvriers agricoles de l'époque, et ceux qui étaient les héritiers de ceux qui avaient des sous, enfin les capitalistes ou les châtelains, tu vois, je te dis, ou les seigneurs de l'époque, est-ce que c'est pas les mêmes, quoi? Les situations sont connexes. Est-ce que c'est pas les mêmes? Non, les situations sont connexes, mais sont très différentes parce que oui, certes, il y a un phénomène de reproduction sociale, quelle que soit la société dans laquelle on s'inscrit. Enfin, forcément, des enfants d'ouvriers auront il y a une reproduction sociale, c'est ce que je dis. Voilà, des enfants d'ouvriers auront beaucoup plus de mal à accéder à des postes dans la haute fonction publique qu'un enfant de préfet, par exemple. Oui. Toujours est-il que ce qui est propre à la société martiniquaise, c'est qu'on a une société qui est organisée hiérarchiquement en fonction de la race, qui se double aux échelles sociales qui sont liées à la classe. Et la couleur, peut-être. Oui, la race. Oui, la race, on fait la couleur. Sylvia, tu veux ajouter quelque chose avant le jingle focus? Pour faire le lien entre ce que tu disais, ils n'ont pas les personnes qui étaient sous ordre en France n'ont pas cet héritage de soumission, de violence, de crime. Certains peut-être, hein, les serfs, tu sais, à l'époque du servage. Oui, non, mais bien sûr, sur ça on est d'accord. Toujours est-il que... à l'époque du servage, la situation du serf... Oui, mais on parle d'Ancien Régime. Oui. On parle d'Ancien Régime. Là, on parle quand même d'une situation qui s'étend depuis l'Ancien Régime jusqu'à très récemment, jusqu'aux années 80, et en fait même jusqu'à aujourd'hui. Il suffit d'aller à l'habitation de Beauchette ou à l'habitation de Beauséjour sur laquelle il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. C'est pareil. On se retrouve à une époque qui semble complètement anachronique. Jingle focus, mot de femme, non. Jingle, mot de femme. Un mot de femme maintenant. Je voudrais donner la parole à Sylvia, donc à propos de cette effusion de mon cosmos intérieur. Oui. J'ai lu beaucoup le mot intuition, en fait. Ton art, j'ai l'impression que ton art répond, enfin en tout cas tu le revendiques, il me semble. Finalement, c'est l'expression ou la mise sur la toile d'une intuition. D'une intuition, d'une émotion, d'un état général. Parce que c'est comme ça que je peins. Je ne peux pas peindre si l'envie n'est pas là, si le besoin aussi n'est pas là. Parce que ça m'arrive de peindre sur des jours, des fois des nuits entières. Et c'est vraiment un ressenti profond. Ce que je vais mettre, les couleurs, le mouvement, les textures aussi. Et quand je dis intuition, je n'ai pas prédéfini les couleurs que je vais mettre. C'est vraiment... j'ai un bac de couleurs et je prends. Des fois, je ne regarde même pas, je prends et puis... tu peins au couteau? Je peins au couteau, très rarement au pinceau et beaucoup avec les doigts. Et ça fait longtemps que tu peins? J'ai commencé en 2015. Et pourquoi? Il y a une... C'est quoi? Ça s'est imposé à toi? Ça s'est imposé à moi parce que j'avais envie d'exprimer autre chose. J'écrivais déjà beaucoup, je dessinais et j'ai eu envie de faire éclater quelque chose sur la toile. Et c'est ce qui est venu.
Mais c'est quelque chose qui était censé te faire du bien à toi et faire du bien aux autres. Alors, de Oui. l'exposition que j'ai vue, donc tu as des toiles qui sont très colorées, donc c'est de l'acrylique avec, Oui. avec une résine. Donc ça brille, c'est très... oui, Voilà, c'est- certaines œuvres ont de la résine. C'est une technique que j'ai essayée cette année. Et puis, il y en a d'autres qui sont mat, il y en a d'autres qui sont vernis. Et puis alors, sur un des côtés, il y avait des tableaux, je crois 3 ou 4, qui étaient plus sombres. C'était du noir. Oui, parce qu'il y a c'était toujours un côté du bleu chaud, nuit. côté froid, il y a le yin, le yang. On est tous un peu ombre et lumière, donc des fois ça m'arrive de peindre beaucoup de bleu et puis des couleurs très froides, très sombres. J'utilise très peu le noir, mais du bleu marine, du violet et puis du marron foncé. Je vais dans des couleurs très sombres. Et puis il y a d'autres œuvres qui sont très colorées, avec beaucoup de jaune, beaucoup de doré. Ben, tout ça, ça dépend de comment je me sens. Et puis alors, il y a aussi des textes. Il y a un tableau, en fait, il y a quelque chose qui est présenté comme un tableau avec que du texte. Oui. Et là, tu parles de... Il y a des verbes d'action, traverser, et puis il y a quelques mots qu'on ne comprend pas, en tout cas moi je ne les ai pas compris. Kintsugi. Alors, Kintsugi. j'ai voulu exprimer un peu ce que c'est l'effusion de mon cosmos intérieur, donner la trame et reprendre des titres des œuvres qu'on retrouve aussi dans C'est quoi le... kintsugi? Kintsugi, c'est l'art de réparer les objets brisés avec de l'or. C'est un art qui se... Tu connaissais Pas du tout. Oui, qui se réalise au Japon. Une fois qu'un vase est cassé, un objet auquel on tenait est cassé, on ne le jette pas, mais on le répare avec de l'or. Et à la fin, la finalité, c'est que l'objet est encore plus beau et a plus de valeur. Et comment on répare les âmes avec quoi on répare les âmes hein? Avec des soins, avec des intentions, avec de l'énergie. C'est ce que tu fais d'ailleurs. C'est ce que quand je tu... fais, oui. Donc tu m'as dit, alors, sacrothérapie. Alors je vais faire la provocation. Tout le monde thérapeute, tout le monde qui a fait thérapie. Moi qui ai fait journalothérapie, moi qui ai fait femme thérapie. C'est quoi sacrothérapie? La sacrothérapie, c'est quelque chose qui est venu quand j'ai commencé à faire des soins énergétiques, parce que j'ai un don que j'ai reçu de ma grand-mère depuis petite, où quand je place les mains sur les gens, les douleurs partent. Bon, on va vous dire ce que ça a donné. Moi, je vais lui donner mon coup. Enfin, si tu as Et j'ai de très bons résultats et des témoignages aussi. Ça va. Et puis, j'ai beaucoup médité dessus et sur la zone sacrum, la zone sacrée ici. C'est le bas de la colonne vertébrale. Voilà, le bas de la colonne vertébrale, c'est le siège, c'est là que c'est le chakra racine aussi pour les personnes qui connaissent les chakras. C'est un centre d'énergie. C'est là aussi que sont les organes reproducteurs. Donc la racine, c'est là et c'est sacrum, sacrothérapie. D'accord. Donc tu conçois ta peinture, ton art, en lien avec tout ça. Tu fais de la méditation, tu fais du yoga, Oui, tu es aussi en relation avec, donc forcément avec les autres. Oui. Mais tu n'as pas toujours été ça, comme on disait tout à l'heure. Et donc, il y a eu ce moment où tu t'es dit que c'est ça que tu allais faire. Et tu y accordes tout ton temps. Je n'ai pas toujours été ça, mais j'ai toujours été très sensible, voire hypersensible à tout ce qui est autour de moi. Donc, c'est pour ça que je m'intéressais beaucoup à l'humain, à son comportement. J'étais très tôt confrontée aussi à la mort, au cancer, aux personnes autour de moi qui disparaissaient, puisque comme j'étais à la campagne chez ma grand-mère, on exposait le mort dans la salle à manger. Donc, j'ai été confrontée à ça très tôt. Et puis, cette façon de voir les choses, se demander où est-ce que les morts vont, d'avoir des visions outre que la réalité, tout ça, ça emmène sur un chemin spirituel de recherche aussi. Et puis, j'ai été maquilleuse, donc le fait d'être hypersensible en pâte, on ressent des choses aussi. Puis quand tu es maquilleuse, voilà. On les gens est parlent. près des gens, les gens parlent. Ouais. Donc ils se confient à toi et donc tu as pu évoluer. Voilà. Donc on a un peu parlé donc de ce décret. Aujourd'hui, le collectif des ouvriers agricoles, le combat à la mener, c'est quoi? Le combat, c'est... Alors déjà, combien il y a d'ouvriers agricoles? Vous avez entrepris ce travail de recensement. Combien de personnes sont concernées par ces préoccupations? Et puis, quelles sont les prochaines étapes du travail à réaliser? Alors, combien de personnes sont concernées par cette situation? Beaucoup. Le collectif a réalisé une enquête de terrain qui a été menée auprès de 1500 personnes, ce qui comprend les ouvriers et les ouvrières agricoles, mais aussi les membres de leur famille. Donc, en fait, il n'y a pas uniquement les ouvriers et les ouvrières agricoles. On a des enfants qui ont été exposés intra-utéro, in utero, aux produits phytosanitaires.
et puis toute leur petite enfance durant, parce que quand on est ouvrier agricole, en général, on vit dans l'habitation, et donc encerclé par les bananeraies, et donc par les pesticides et les fongicides qui étaient épandus par voie aérienne jusqu'en 2014. Donc beaucoup de personnes concernées, plusieurs milliers, il me semble qu'on est sur 6 000 ou 10 000 à peu près en comptant Martinique et Guadeloupe. Mais si on ajoute à ça les ouvriers et les ouvrières agricoles qui sont à la retraite, plus les ayants droit, on est sur des milliers de personnes, tout en sachant que quasiment 100% des populations martiniquaises et guadeloupéennes sont contaminées au chlordécone et aux autres produits phytosanitaires. Maintenant, là, les combats se situent à différents échelons. Et surtout dans différents domaines. Il s'agit de faire du lobbying politique, comme c'est ce qu'on fait depuis la création du collectif, parce qu'on a plusieurs délégations qui ont été à Paris pour investir les lieux de pouvoir que sont le Sénat, l'Assemblée nationale, les ministères, mais aussi l'Élysée. Ce qui nous a permis d'obtenir la satisfaction de quelques-unes de nos revendications, mais ça n'est jamais suffisant. On a toujours des miettes, quoi. Et donc là, il s'agit d'arrêter de quémander et d'imposer ce qui devrait couler de source, parce qu'en fait, on ne peut pas... Aujourd'hui, mais concrètement, donc, vous avez fait ce recensement, donc 1500 personnes, c'est 1500 personnes, donc il y a eu des tests, enfin, ce sont des gens qui sont malades, toutes ces personnes sont malades? Alors, ce sont des personnes qui majoritairement sont malades, nombre d'entre elles sont décédées. Les décès des ouvriers et des ouvrières agricoles sont des décès en pagaille. Toutes les semaines, on nous appelle pour nous dire que telle personne est décédée. Où on voit une personne il y a une semaine et puis la semaine suivante, donc, là, elle est décédée. Donc le combat, c'est le décret, il faut l'assouplir? Alors, l'assouplir d'une part, mais surtout le multiplier, parce que là, pour moi, c'est une prise en charge patriarcale des ouvriers et des ouvrières agricoles, parce qu'en fait, quand on parle du cancer de la prostate, on occulte les cancers de l'utérus, les cancers du sein et autres types de cancers dont sont atteintes les ouvrières agricoles. Le prochain combat, c'est la reconnaissance d'autres maladies, l'inscription d'autres maladies sur cette liste de maladies professionnelles. Tout à fait. Et là, on doit entamer une enquête épidémiologique en collaboration avec l'Observatoire de la santé de Martinique, le seul problème étant que l'ARS fait obstruction à ce que cette enquête épidémiologique soit réalisée. L'ARS ne semble pas d'accord pour que cette enquête soit réalisée. Mais qu'est-ce que vous demandez donc? C'est une enquête à grande échelle auprès de toute cette population? Auprès de la population des ouvriers et des ouvrières agricoles, pour pouvoir avoir un état des lieux scientifique et qui soit valable scientifiquement, parce qu'on est face à une population qui est gangrénée par les cancers, par les troubles musculo-squelettiques, par la polyarthrite, et puis aussi par les fausses couches à répétition, notamment pour les femmes, et pour la naissance d'enfants qui sont atteints de handicaps mentaux et physiques. Mais ça passe par quoi, l'étude épidémiologique, Annelle? Par l'Observatoire de la santé. Monsieur Lecci... Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu attends? Que des enquêteurs convoquent les ouvriers agricoles, voient quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux comprendre ce qu'il faut faire. Pour calculer l'incidence de chaque pathologie au sein de la population des ouvriers et des ouvrières agricoles, pour pouvoir la mettre en perspective avec l'incidence de ces maladies au sein de la population de façon plus générale, pour démontrer par A plus B très simplement que les ouvriers et les ouvrières agricoles sont beaucoup plus malades et décèdent beaucoup plus rapidement et en nombre que le reste de la population du fait de leur exposition aux produits phytosanitaires. Tout à fait, et des conditions d'exposition surtout. Il y a une mesure dont on ne parle pas beaucoup, qui est incluse dans le plan chlordécone 4 notamment, qui est la chlordéconémie. Donc on peut aller... Est-ce que tu t'es fait tester? Alors là, je tiens à dire que la chlordéconémie gratuite et sans ordonnance, c'est le fruit du lobbying, du travail du collectif. Mais c'est bien ça. Alors... C'est bien, mais il y a toujours un mais dans cette histoire, y compris... Parce que rien n'est simple. Tout pourrait l'être, mais l'État français et la caste dominante s'emploient à tout compliquer. Le problème de cette chlordéconémie, c'est qu'elle ne prend pas en compte l'effet cocktail parce qu'on dose uniquement le chlordécone dans le sang, mais pas les autres produits phytosanitaires, parce que depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, on a plus d'une soixantaine de substances actives qui ont été employées dans la banane. Donc ça, c'est sans compter les cultures d'ananas, de canne à sucre, d'agrumes et d'avocats. Au-delà de ça, on a des ouvriers et des ouvrières agricoles qui ne peuvent pas aller faire les tests parce que les dosages de chlordécone dans le sang sont réalisés très tôt le matin dans les laboratoires.
Le problème étant, c'est qu'il faudrait que ces personnes-là prennent une demi-journée de travail pour aller se faire dépister. Et il n'est pas question que des gens qui ont été empoisonnés par ou bien leur employeur ou la famille de leur employeur actuel doivent perdre une journée de travail, sachant que c'est déjà une population qui économiquement est énormément en peine, et les béquets refusent de les libérer pour qu'ils puissent aller faire leurs tests. Donc, Alors moi j'ai entendu des chefs d'exploitation dire que c'était pas vrai ça. oui, mais ils peuvent dire que c'est pas Ah vrai. bon, ouais. Oui, oui, non, mais j'ai entendu sur d'autres médias, j'ai entendu dire que c'était pas mais vrai. alors, parce que mais c'était vrai. évidemment, on a même demandé à la ministre du Travail, si je ne m'abuse, ou à la ministre des Santé et des Solidarités, ministre du Travail, on lui a demandé s'il était possible qu'une circulaire émane du ministère en direct de la DIECT pour sommer les employeurs de laisser leur... Évidemment. Donc ça c'est le prochain combat. Ça c'en est un autre. Oui, ça c'en est un autre. Il a également été demandé s'il était possible que, admettons, des infirmières viennent sur place directement avec Faire une les camionnette pour faire des prélèvements. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont très simples à mettre en place et qui ne le sont pas. Donc, les employeurs qui appartiennent à la CASB qui peuvent dire ça n'est pas vrai. Toujours est-il qu'on a pléthore de témoignages à verser sur la table pour démontrer que c'est vrai. En tout cas, la réalité, c'est que, bon, il y a la chlordéconomie, on a eu l'occasion de le dire, il y a la chlordéconomie, on peut aller se faire tester, et voilà, donc, et tu dis que les ouvriers agricoles, pour X, Y raison, mais ne sont pas, il faudrait en plus aller au-delà du chlordécone, mais ils ne peuvent pas se faire tester dans certains cas. Tout à fait, et d'ailleurs, même pour ce qui est des modalités de réalisation de la chlordéconomie, on a un problème parce que le docteur Jospelage le disait très bien, avant, les dosages étaient réalisés à Liège, et à Liège, le laboratoire, enfin la machine utilisée, était à même de détecter le chlordécone à partir de 0,02 microgrammes par litre de sang. Or là, c'est 0,04. Ce qui veut dire qu'on a toute une partie de la population qui a quand même du chlordécone dans le sang et qui passe sous le radar de la chlordéconomie parce qu'en fait, on a augmenté le seuil de détection du chlordécone. Et on a des politiques qui communiquent très bien sur le sujet à l'échelon national et qui disent oui, non, mais en fait, l'étude de Santé publique France qui a été rendue et qui atteste du fait que quasiment 100% des populations martiniquaises... 90%, ils disent. 92 et 95%, mais quand c'est ça, pour moi, c'est quasiment 100%. Sont contaminés au chlordécone, mais en fait, les statistiques commencent à baisser. Après, est-ce qu'il y a pas, il nous reste peu de temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même, si tu veux, bon, il y a un combat donc de reconnaissance, notamment pour ces populations qui ont été impactées dans leur chair, qui meurent parce qu'ils étaient en première ligne, et puis il y a cette bataille juridique qui a commencé, qui va se poursuivre. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme, comment te dire, parce que l'histoire de 90%, j'ai envie de dire, je fais de la provocation, on bouffe, j'emploie à dessein le terme, on bouffe du sucre, par exemple. Est-ce que je ne fais pas, tu vois ce que je veux dire, tu vois le nombre de personnes obèses qu'il y a, enfin, est-ce que le fait de dire, oui, mais c'est pas 0,04 qu'on veut, c'est 0,02, je veux dire, mais à partir du moment où il y a du chlordécone dans notre sang, qu'il soit question de 1 microgramme, 10 microgrammes ou 0, je ne sais pas quoi, on est empoisonné. Moi, je suis désolée, je n'ai pas envie d'avoir un perturbateur endocrinien, un problème reprotoxique, cancérigène et reprotoxique dans mon sang. Ça, c'est avéré. Ça, c'est clair. Il est inimaginable. Donc, toi, tu dis 0, quoi. Mais je dis 0, parce que là, c'est vraiment de l'indécence à l'état pur. On a un État français qui nous dit, bon, alors voilà... À 0,04, ça passe, quoi. On a fixé des limites maximales de résidus et un taux acceptable de chlordécone dans votre sang. Mais absolument pas. Non, mais si on dit qu'à 0, parce que ce que j'ai entendu aussi, je ne suis pas spécialiste, et je pense qu'aucune d'entre nous ne l'est, là. Je ne suis pas médecin, pas du tout. Tu n'es pas spécialiste, moi non plus. Mais j'ai entendu dire que quand on cesse, et c'est ce qu'on dit, c'est pour ça qu'on dit d'aller faire la chlordéconomie pour savoir, parce que peut-être que tu as des pratiques, par exemple, tu t'alimentes d'une certaine façon, peut-être que ton jardin, il est chlordéconé, il ne faut pas produire dessus, mais si tu cesses à un moment d'être exposé, tu vois, donc il faudrait peut-être aller revoir la chlordéconomie, mais toi tu dis que le critère n'est pas bon, toi. Très sincèrement, pour moi, le fait de dire, bon, on n'a plus de chlordécone dans le sang parce qu'on n'y a pas été exposé pendant 6 mois. Tu n'en sais rien, Canel. Tu n'es pas médecin. Je ne suis pas médecin, mais on travaille avec des médecins et j'entends beaucoup Madame Jospelage parler. Oui, mais on entend aussi d'autres médecins qui peuvent voilà. Il y a pléthore d'études qui ont été réalisées sur le chlordécone qui sont disponibles notamment en anglais malheureusement. Mais en fait, ce qui est attesté, c'est le fait qu'être exposé
au chlordécone à très petite dose, Mais régulièrement. mais régulièrement, c'est Pose un pire. problème. Ouais. C'est pire que de subir une intoxication aiguë au chlordécone. Donc certes, si pendant 20 ans je suis exposée au chlordécone et puis que je m'en vais pendant 6 mois ou 1 an et que je ne suis plus exposée, je doute très certainement que mon corps n'ait pas pâti de cette exposition. Donc, Ok. Il nous reste 3 minutes 44. On a beaucoup parlé de chlordécone. Oui. On a un petit peu parlé d'art, non? Oui, oui. On a beaucoup parlé d'art. C'est quoi tes projets, tes prochaines échéances, Sylvia? J'ai eu beaucoup de demandes concernant mes textes. Donc, Oui, je vais sortir oui, un livret avec les textes. Je vais essayer, alors, ce qui est assez rare, mais vas-y, je te laisse parler. Je cherche le texte que j'avais. Qui sont à l'expo. Oui, tout à fait. Normalement, je devais faire un mur de textes, mais finalement, ils sont dans le pressbook. Donc, les personnes qui viennent à l'expo peuvent les lire. Alors, je vais lire un extrait. Aujourd'hui est parfait pour entreprendre. Je bénis ma journée et je me réjouis de la réussite des autres. Je m'autorise à recevoir ce qui résonne en moi de positif. Je suis prête à ouvrir mon cœur à l'inconnu. Je me pardonne. Je crois en mon pouvoir créateur. Je ne suis pas mes parents. Je ne suis pas mes parents. Vous voyez ? Nul ne peut empêcher les bénédictions. Je suis sur la voie du bonheur total. Ma vie est un havre de paix. L'amour m'enveloppe et me fortifie. Oui. C'est bon d'entendre ça, non? c'est très doux. C'est très doux, hein, Oui, ça oui. fait du bien. Hein. Oui, ça me parle beaucoup. Ça Ouais, parle, oui, ouais. voilà. Donc tu vas éditer donc, ces textes. Je vais éditer D'accord. avec les tableaux à côté. Ok, ce sera Voilà. magnifique. Oui. Quel est l'homme qui vous a le plus marqué, influencé? Tout de go comme ça. Comme vous n'avez pas la télé, vous ne connaissez pas l'émission. Donc c'est très bien. Mon papy, je pense. Hein. Comment il s'appelle ton papy? René. René comment? Fourdrinier, ouais. Fourdrinier, ok. Fourdrinier. J'ai pas connu mon grand-père Marc-André qui était maire de Ducos à l'époque. D'accord. Et donc pourquoi il t'a marqué? Je sais pas, du fait de sa douceur, son charisme, du fait de sa personne, quoi, de son essence. Il n'y a pas un fait qui me marque plus qu'un autre, mais je pense que c'était l'entièreté de sa personne. C'est un être humain que j'aimais beaucoup. Il a été présent dans ta vie? Oui, il a été très présent dans mon enfance, ouais. Très bien. Et toi, l'homme qui t'a L'homme. le plus marqué, influencé, que tu voudrais citer? Van Gogh. Ah, Van Gogh. Ah oui, Van Gogh. J'ai une fascination pour ce peintre. Tu connais le tableau Le Prisonnier? Oui. Ah. Enfin bref, Oui, le tableau j'aime qui était- tout ce qu'il ouais, peint. c'est- Quand on parlait d'intuition tout à l'heure, je pense qu'il a beaucoup suivi son intuition. Il était dans sa bulle. Il était dans sa On bulle, pensait non? qu'il était fou, mais il était Comment pas il a fou. fini? Il était a mal fini, connecté. non? Oui, il s'est coupé l'oreille. Ben ouais. Et il était très pauvre, La très, fille qui a très oublié le pauvre. truc. Oui, il s'est coupé l'oreille, Barbara, oui. Pourquoi il a fait ça, en fait? oui. Oui, parce Je que pense qu'il entendait sa propre voix intérieure. Et, ça rend fou, ça. ça rend pas fou. Il ne savait juste pas Gérer. se connecter. Il n'avait peut-être pas de Bouddha à côté de lui. Il Il n'allait pas voir de psy. Il Voilà, arrivait il avait trop pas de tôt, psy, il avait pas de arrivait trop tôt, thérapeute, Il arrivait trop tôt. Voilà. Mais dans ce petit tableau, là, le prisonnier, il est dans une cour. Et il est parmi, effectivement, les... Alors, prisonnier, prison, mais prisonnier aussi, peut-être prisonnier. Oui, hôpital, ce sont des quoi. beaucoup prisonniers Voilà. de la réalité. C'est quelqu'un qui était, je ne vais pas dire autiste, mais qui avait vraiment une On est autre- obligé, quand on est artiste, on est un peu comme ça, non? On est décalé. On voit un peu, on a notre vision. On a une vision du On a monde. besoin des artistes On arrive à se décalés. retirer, même s'il y a de la foule là, on Ouais. arrive à se retirer pour faire la part des choses, pour se protéger aussi. Jingle, le mot de la forme, c'est presque fini, mais c'est pas encore fini. On arrive au terme de cette émission avec Canel qui n'en peut plus de son micro. Oh là là, on va vous montrer un de ces quatre, le studio, mais vous le voyez à travers cette émission. On arrive à la fin, mesdames. Le mot de la forme, le mot de la fin, c'est quoi, Canel, en ce qui te concerne? De faire ce qui est inconnu. C'est chouette de faire ce qui est inconnu. L'inconnu? Ouais. D'accord. Et tu de vas- faire, d'entreprendre, de faire des choses qu'on ne sait pas faire. Donc, après ce combat avec les ouvriers agricoles, empoisonnés, tu vas partir vers d'autres horizons inconnus à ce jour. Non, je pense pas. Je pense que c'est un combat qui est chevillé à mon corps, mais non, je vais reprendre mes études pour passer Oui. le barreau, Oui. être avocate pénaliste et pouvoir reprendre ce dossier, entre autres. Et puis développer mon art, parce que je suis peintre aussi. Et On n'a pas parlé de ce que tu penses, ce sera pour une prochaine Oui, fois. pour une prochaine fois. Et puis Voilà. continuer dans l'audiovisuel. Donc Ok. voilà. Le mot de la forme, ce serait quoi, Sylvia? Le mot de la forme. Le mot de la fin. C'est une façon pour La nous fin, tu vois, la forme. Apprendre à sauter sans le filet. ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de demain, de ce qui pourrait arriver, de se lancer vraiment. C'est demain arrive Voilà, de toute d'écouter façon. son intuition, ses passions.
Ok. et d'y aller à bras-le-corps. Merci Sylvia. Merci. Merci Canel. Merci Merci d'avoir beaucoup. été sur le plateau de Forme. Merci à vous de nous regarder le mardi, puis en rediffusion sur Zitata. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye, merci. Femme. 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 Femme.